peu tout ça, c'est vrai. Riche, oui. Mais il faut que j'avoue que j'ai pas lu les livres. Je les ai écrits, mais une fois écrits, paf, terminé, et je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Sauf que Il faut bien parler des livres, quand même. apparemment, je parle souvent de mon père, parce qu'il était un personnage très important dans ma vie. Parce qu'il a vécu quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie personnelle. Ma mère non plus. Ma mère, je dis dans Confession américaine, je parle des deux parents qui avaient des expériences complètement différentes. Ma mère venait d'un milieu un peu aisé, parce que son grand-père était un mafioso. Donc elle avait l'argent dans sa maison. Mon père était le contraire. Il était un garçon de la rue. Il voyageait beaucoup dans les années de dépression. Il était en stop ou il sautait dans les trains pour chercher du travail. Donc leur expérience était complètement différente. Et moi, je suis le produit des deux expériences. Ma mère qui disait être qui tu es. Non, mon père être qui tu es et ma mère être heureux. Donc j'ai mélangé ces deux trucs comme ça et ça me donne une liberté que la plupart des gens que je connais n'ont pas. Oui, finalement, c'est vrai. Oui. C'est finalement assez unique, enfin assez... Oui, ouais. Mais bizarrement, je parle beaucoup de mon père et pas souvent de ma mère. Et en fait, ma mère était plus importante que mon père. Parce que c'est elle, derrière lui, qui a permis... C'est elle, finalement, qui était à la manœuvre, enfin, qui, si je puis dire. Dans le quatrième truc des livres, il est écrit souvent que mon père m'a poussé de faire des études. C'était ma mère qui a poussé les études. Mon père a financé les études. Et c'était ma mère qui était derrière lui et c'était elle qui m'a créé, en fait. Alors c'est vrai que dans ce livre, donc Confession américaine, il y a finalement, c'est un livre qui réfléchit beaucoup sur l'identité, en fait, si je vous ai bien lu, on a un peu le sentiment qu'on a été finalement, vous avez été peut-être victime aussi d'une illusion. Hein, c'est la grande illusion qui était en effet mentionnée sur le bandeau du livre. On a vécu peut-être sur des mensonges que nous ont vendus, que vous ont vendu l'Amérique en général. Est-ce qu'on peut dire ça en fait finalement? Ça remonte finalement à assez loin. Ça remonte au début du pays, les mensonges. Un pays de liberté, un pays de droits de l'homme avec des esclaves. Il y a un problème, il y a une hypocrisie dans la formation du pays. Donc ça remonte jusque-là, mais dans mon expérience personnelle, c'était plutôt la promesse de cette égalité, de cette liberté qui n'était pas réalisée. On a vécu des choses pires, bien sûr. On avance dans le temps. On a même élu un président noir. Mais ça ne veut pas dire que le pays a réalisé la promesse. Et alors, vous revenez sur on peut parler d'emprise, en quelque sorte. Je crois que vous citez le terme, un peu comme sous-emprise, en fait, en quelque sorte, dans le livre. Est-ce que ça, vous le revendiquez, ce terme? Si je l'ai dit, oui. Oui, je l'avais écrit, vous le revendiquez forcément. Une génération sous emprise. Bon, là. Et avec il y a un passage très intéressant où vous revenez sur la vision d'un jeu télévisé. Vous dites un peu grâce à Trump finalement, on a compris que l'emprise avait commencé assez tôt finalement. Vous dites ça, c'est un jeu télévisé que vous êtes. Grâce à Trump, j'ai regardé les choses en face. Il m'aura fallu 60 ans ou presque pour enfin comprendre ce qui m'était arrivé. Et avec un mot juste en dessous qui est celui de illumination. Et après vous parlez de ce jeu télévisé, c'était l'heure de l'apéritif qui est aussi celle des jeux télévisés, je vous laisse peut-être. Oui, j'étais devant une télévision qui n'était pas à moi parce que j'ai pas de télévision chez moi. J'étais chez une amie parce que je n'avais plus de whisky chez moi aussi. Donc je suis allé boire un apéro et en même temps regarder cette émission un game show, un jeu. Et dans l'émission, il y avait un animateur qui faisait... Bon, quand on joue la musique, le public, il joue la musique aussi, il joue avec la musique, il danse dans leur siège.
Et je me suis dit, mais pourquoi ils font ça tout le temps? Chaque fois que le mec a dit ceci, ils réagissent comme ça. Et il y avait ce déclic qui m'a montré que les États-Unis, c'est un pays de moutons. Et à un certain moment, ils ont avalé tous les mensonges de Donald Trump. C'était juste une métaphore pour les mensonges de Donald Trump et une main invisible qui mène un public. Et je réfléchis à mon enfance et tous les trucs qu'ils ont dit par rapport à l'égalité et cette liberté. Et je me souviens de tous les jours, enfant à l'école, on a fait un serment devant le drapeau. Le serment pour le drapeau pour dire que nous promettons notre fidélité au drapeau, au pays, un pays uni, un pays égal, un pays de liberté. Et en réfléchissant, je ne vois pas un pays uni, ni un pays de liberté, pour certains, ni un pays des égaux. Et à cause de ça, ou grâce à ça, j'ai décidé d'écrire ce livre. Vous écrivez en effet, chaque matin je faisais serment d'allégeance au drapeau, comme tous les enfants de ma classe, de mon école. De tout le pays, en fait. Et sans doute, voilà, et j'imagine de toutes les classes, de toutes les écoles du pays. Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Je vois encore la scène, tous ces gamins à la peau marron, un camailleux allant de la nuance la plus pâle, presque blanc, à la plus foncée, presque noir charbon, leur visage souriant, soudain sérieux, au garde à vous, la main sur le cœur, récitant d'une seule voix de mémoire. 20 secondes, il n'en fallait pas plus. 30 visages tournés vers le drapeau, toujours pendu au-dessus du tableau noir, au fond de la classe, près duquel, et cette proximité n'était sans doute pas un hasard, puisqu'elle impliquait qu'on le regarde aussi quotidiennement. Un rectangle rose de papier cartonné portait l'inscription suivante, écrite au feutre violet, « Vise les étoiles ». Ce qui en effet est une façon toujours de vouloir vous mener. Et vous expliquez aussi l'importance de votre père, en effet vous en parliez tout à l'heure, qui avait pour subvenir aux besoins de la famille, en fait, pour vraiment, il avait deux boulots, enfin deux métiers, au moins deux, enfin, oui, même peut-être même plus. C'est lui qui vraiment, s'est senti, tenu obligé pour pouvoir permettre. Oui, qui m'a permis de faire mes études, mais aussi qui a permis ma mère de rester à la maison avec les enfants. Pour pouvoir subvenir. Oui. Ouais. Mais parlons de ce serment et le mensonge. Tout le monde en crut. Tout le monde croyait que c'était vrai, qu'un jour, on avait la possibilité d'être le président, d'avoir une meilleure vie que nos parents, d'être de plus en plus libre. Et en grandissant, les copains que j'avais quand j'avais 10 ans, que j'ai toujours parfois, oui, non, sérieusement, j'ai quelques amis de cette ère-là et ils ont vécu complètement différent cette promesse. Ils ont vu que la promesse était un mensonge aussi. Mais dans leur vie physique, dans leur vie vraie, moi, je peux dire que j'ai avancé à une sorte de liberté qu'ils n'ont pas. Parce que je suis parti de l'orbite de la planète. Et eux, ils sont toujours dans le centre du volcan. On va vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, donc, Eddie El Harris, d'être venu aujourd'hui jusqu'à Air-sur-l'Adour. Voilà.